Colombie, avril 1997. Département de Pereira, vallée de Cauca. Le soleil s'écrasait comme une enclume sur la terre sèche. Deux paysans remontaient lentement un sentier poussiéreux au pied d'un champ abandonné. Ils cherchaient des bois morts pour réparer une clôture, mais ce qu'ils allaient trouver allait secouer tout un pays. Au bord d'un talus, sous un amas de branchages, l'un d'eux repéra un bout de tissu déchiré. Bleu clair, imprimé d'un motif d'enfant. En s'approchant, il sentit quelque chose de plus glaçant que le vent sec qui soufflait sur les collines. Des os. Trois petits crânes. Alignés, presque comme placés avec une intention. À côté, des restes de chaussures de sport usées, une bouteille de cognac presque vide, un préservatif, des cordes usées par la terre, et ses lunettes, cerclées de métal, tordues, une branche cassée nette. Les autorités furent alertées, mais personne n'imaginait encore que ce champ allait devenir le point de départ d'une traque nationale. Car ces enfants n'étaient pas seuls. Ils étaient des dizaines, voire des centaines. 1963, dans un petit village du département de Quindío. Sur les hauteurs de Genova, là où les collines se perdent dans la brume et où les feuilles sèchent sur les toits en tôle, un enfant marchait seul. Il s'appelait Luis Alfredo Garavito Cubillos. Il avait 6 ans, et il ne souriait jamais, pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il n'avait jamais eu de raison de le faire. La maison des Garavito était construite en adobe, 3 pièces, une cuisine noire de suie et une chambre partagée. Pas de fenêtre, une odeur de sueur, de rhum et de graisse froide. Lui dormait sur une paillasse infestée de puces. Les nuits étaient longues, très longues, et le jour n'était guère plus clément. Manuel, le père, était un homme sec, rugueux, toujours une bouteille de liqueur artisanale à la main. Il rentrait du travail, quand il y allait, et hurlait dès le seuil franchi. Il frappait Louis avec tout ce qu'il trouvait, câble électrique, ceinture, manche de balai. Il le traitait de faible, de pédé, d'insecte inutile. Il le forçait à se tenir debout, nu, contre le mur pendant des heures. Parfois, c'était pour le punir d'avoir mangé trop vite. D'autres fois, simplement pour exister. La mère Rosa est une ombre, soumise, brisée. Elle regardait lui se faire battre sans intervenir. Elle avait cessé de parler quelque part entre son 3e enfant et sa 3e fausse couche. Louise était l'aîné, le plus détesté. Les autres enfants se moquaient de lui. Il sentait mauvais. Il ne parlait pas. Il ne regardait jamais dans les yeux. Il avait une manière étrange de se frotter les mains sans cesse, comme pour effacer quelque chose de sa peau. Il aimait les livres, mais ne lisait que la même page, encore et encore. Les professeurs disaient qu'il était lent. D'autres le trouvaient inquiétant. Un jour, un instituteur le surprend en train de dessiner un enfant mort, les yeux barrés, entouré de feu. Quand on lui demande ce que c'est, lui répond doucement « C'est un garçon puni par Dieu ». À 8 ans, il commence à se plaindre de cauchemars, des cris, du sang, des cordes, des ombres qui l'attrapent par les pieds. Il mouille son lit jusqu'à 12 ans. Et chaque fois, son père l'humilie devant ses frères. Il le traîne dehors, le fait asseoir sur un seau, nu face à la rue. Personne ne dit rien. Les voisins entendent. Mais ici, dans ces collines pauvres de Colombie, la souffrance est une routine. Les cris d'un enfant ne valent pas plus qu'un aboiement de chien. C'est à cette époque que Luis commence à subir les premiers abus sexuels. L'homme s'appelait El Viejo, un voisin, ami de son père. Il offrait des pièces à Luis, lui proposait des biscuits, puis l'entraînait dans sa grange, derrière la maison. Lui ne comprenait pas. Il pensait que c'était normal, que c'était la punition pour les enfants comme lui. Parfois, il pleurait. L'homme lui disait de se taire, que s'il parlait, il tuerait sa mère. Il y eut d'autres hommes. Un oncle, un cousin, un vagabond qui logeait parfois à la maison. Lui cessera un jour de les nommer. Il dira simplement « C'était tous les soirs, tous les jours, pendant des années ». Ces agressions ne furent jamais signalées, jamais discutées. Et pourtant, elles ont laissé en lui une brèche, une faille où l'humanité allait peu à peu se dissoudre. À 12 ans, Luis fugue pour la première fois. Il est retrouvé sous un pont, 2 jours plus tard, affamé, transi, mais calme. Quand la police lui demande pourquoi il est parti, il répond « Je voulais que Dieu me parle ». Il fugue à nouveau, 3 fois, 5 fois, 10 fois. À chaque retour, son père est plus brutal, et Luis plus silencieux. Il se ferme, se referme.
Et pourtant, quelque chose germe en lui, quelque chose de plus sournois. Il commence à suivre des enfants dans la rue, à les observer, longtemps, sans rien dire. Il note leur nom, leur âge supposé, leur taille. À 14 ans, on le surprend en train d'arracher les ailes d'un pigeon, méthodiquement. Il sourit pendant qu'il le fait. Vers 16 ans, lui quitte le foyer familial pour de bon. Il vit dans la rue, survit comme vendeur ambulant, passe d'une ville à l'autre. Il dort dans des parcs, des arrière-cours, des entrepôts désaffectés. Il lit beaucoup. Des romans, des textes religieux, la Bible surtout. Il se crée une façade. Un homme poli, timide, un peu triste. Il dit bonjour. Il s'excuse souvent. Il évite le conflit. Il aide les vieilles dames à traverser. Il est gentil. Mais personne ne voit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Personne ne voit l'obsession qui monte en lui. Les voix et les visions. Lui raconte plus tard qu'il entendait des voix, qu'elles lui parlaient dans le noir, qu'elles lui disaient qu'il était un élu de Dieu, que son rôle était de punir les enfants impurs, perdus, déviants. Il commence à prier de manière compulsive. Il entre dans des églises, se flagelle, se confesse, mais les prêtres le prennent pour un illuminé. Il l'écoute poliment, puis le congédiait. Lui les supplie parfois de l'exorciser. Il croit être possédé, ou veut qu'on lui dise qu'il l'est, parce que ce qu'il ressent est trop fort, trop sale, trop incontrôlable. Vers 19 ans, lui s'est arrêté pour attouchement sur mineur dans une ville du Nord. L'affaire est classée sans suite. L'enfant était un sans-abri, sans parents, aucune plainte déposée. Lui change de ville, puis recommence. À Medellín, on le surprend en train de parler à un enfant derrière une station-service. Il dit qu'il lui offrait des bonbons. Une enquête est ouverte, puis refermée. Le schéma est toujours le même. Victime sans identité, aucune trace, aucun témoin. Lui comprend alors qu'il peut agir sans être inquiété. Et c'est là que tout bascule. À la fin des années 80, dans une Colombie secouée par la violence des cartels, des guérillas et de la misère endémique, les disparitions d'enfants deviennent presque banales. Un enfant disparu, probablement fugué, tué par une balle perdue, vendu, ou pire. Et dans cette atmosphère de chaos, Luis Garavito devient invisible. Un fantôme, un tueur patient, méthodique. Il ne reste plus qu'un détail à régler. Comment passer à l'acte sans retour? Colombie, ville de Trujillo. Il fait chaud ce jour-là. Le ciel est bas. L'air sent la terre sèche et le gasoil. Les rues sont bruyantes, mais derrière la gare routière, là où personne ne regarde, le silence est lourd. Un garçon d'environ 12 ans marche seul. Il porte un vieux t-shirt trop grand, un short sale et des sandales abîmées. Il vend des fruits dans un seau en plastique. Il s'appelle Johnny. Il n'a plus de mère. Son père est quelque part, peut-être mort, peut-être juste parti. Luis Garavito l'observe depuis plus d'une heure. Il l'a vu hier déjà, et avant-hier. Il sait que le garçon revient toujours au même endroit, aux mêmes heures, avec le même air fatigué. Ce jour-là, il passe à l'action. Lui s'approche calmement, il sourit, il parle doucement. « Tu veux gagner un peu plus d'argent » Le garçon le regarde avec méfiance. Il ne répond pas. Lui sort un billet de 1000 pesos, puis un deuxième. « Je cherche quelqu'un pour m'aider à transporter des cartons. Je paye bien. Il y a à boire et tu peux même manger. » Johnny hésite. « Je travaille pour une fondation. On aide les enfants des rues. On cherche des jeunes motivés comme toi. » Le ton est posé, gentil. Pas de geste brusque, rien qui alarme. Lui est un maître de l'apparence. Il sait se rendre rassurant. Il a appris à parler juste assez. Le garçon accepte. Il le suit. Il marche 15 minutes, sortent du centre-ville, s'enfonce vers les champs. Il y a là un chemin poussiéreux bordé d'herbes hautes, des ronces, des ruines de maisons brûlées. Personne ne traîne par ici. Lui l'a choisi avec soin. Quand ils arrivent dans une clairière à demi cachée, lui pose son sac. Il sort une bouteille de soda. Il propose au garçon de s'asseoir. Puis, lentement, il commence à sortir une bouteille d'aguardiente, une liqueur colombienne forte. Il prétend que c'est pour fêter son premier jour de travail. Johnny boit une gorgée, puis deux. Le monde tourne un peu. Lui sourit. Ensuite, tout s'accélère. Lui sort une corde. D'un geste rapide, il saisit le garçon par derrière. Il l'attache. L'enfant se débat, crie, hurle. Personne n'entend. Il l'agresse violemment. Il le torture. Il le tue. Avec méthode. Il abandonne le corps là, au milieu des autres herbes. Il recouvre partiellement le cadavre, puis s'éloigne lentement,
comme si de rien n'était. Le soir même, il rentre dans un foyer d'hébergement où il se fait passer pour un homme pieux. Il dort, il mange, il prie. Le lendemain, il reprend son activité de vendeur de rue. Personne ne remarque rien. Le garçon, lui, ne reviendra jamais. Mais à Trujillo, un enfant qui disparaît, ce n'est pas un événement. C'est presque une habitude. La police ne se déplace même pas. Et Luis Garavito comprend que le monde ne regarde pas. Quelques semaines plus tard, il recommence. Même méthode. Il change de ville. Il choisit une victime différente. Un autre garçon, même profil. Enfant de la rue. Abandonné. Invisible. Il les attire avec les mêmes mots, les mêmes billets, le même ton rassurant. Il les emmène dans des lieux isolés, des terrains vagues, des ravins, des zones industrielles désaffectées. Chaque fois, il améliore son rituel. Il prépare mieux les cordes. Il calibre ses doses d'alcool. Il apprend à rester calme, même quand l'enfant hurle. Il prend le temps. Il photographie parfois les corps dans sa mémoire. Puis il repart, change de ville, rase sa barbe, change de vêtements et recommence. Entre 1992 et 1994, plus de 50 enfants disparaissent dans des régions différentes de Colombie. Tous entre 6 et 16 ans. Tous pauvres. Tous seuls. Les signalements sont éparpillés, confus, rarement suivis. La presse ne fait pas le lien. La police encore moins. Chaque ville pense que le problème vient d'ailleurs. Et Luis est en paix. Il dit plus tard, « J'étais un outil de Dieu. Je ne faisais que punir les enfants déviants. Je nettoyais ce monde. » Mais un détail revient souvent sur les lieux du crime. Une paire de lunettes cassées. Toujours. Elles appartiennent à Garavito. Il est myope, mais à chaque agression, elles tombent ou sont arrachées. Les enquêteurs qui, plus tard, feront le lien, retrouveront des dizaines de paires identiques. Mais à ce stade, rien n'est encore connecté. Luis Garavito est un prédateur en liberté, et il est loin, très loin, d'avoir terminé. Colombie, 1993, puis 1994, puis 1995. Des enfants disparaissent un peu partout, parfois un seul, parfois deux, parfois trois en une semaine. Toujours des garçons, toujours jeunes, toujours pauvres, et personne ne comprend ce qu'il se passe. Parce que dans la Colombie des années 90, la disparition d'un enfant est presque banale. Il faut comprendre le contexte. La Colombie est alors un pays au bord du chaos. Les cartels de drogue font la loi. Pablo Escobar vient à peine d'être tué. La violence est partout. Guérilla des FARC, milices paramilitaires, corruption à tous les étages. Les disparitions sont quotidiennes. Des enfants sont recrutés comme soldats, d'autres deviennent mules pour la cocaïne. D'autres sont simplement abandonnés. Alors quand un enfant disparaît, la police classe ça comme fugue ou enlèvement familial, parfois même comme rien du tout. Les mères viennent pleurer au poste, on les fait patienter, on les oublie, et Luis Garavito en profite. Lui change de ville après chaque meurtre. Il a une stratégie claire, ne jamais rester plus d'un mois au même endroit. Il rôde, observe, repère les coins abandonnés. Il cible toujours les mêmes profils. Enfants de la rue, orphelins, petits vendeurs ambulants. Il apprend à imiter l'autorité. Parfois, il se fait passer pour un missionnaire, un enseignant, un recruteur d'ONG. Il porte des chemises sobres. Il parle calmement. Et ça marche. Presque à chaque fois, l'enfant le suit. Les scènes se répètent. Un chemin isolé, une promesse d'argent, une bouteille d'alcool, un viol, une torture, un meurtre, un cadavre abandonné dans un champ, et toujours une paire de lunettes oubliées sur l'herbe. Les enquêteurs locaux ne font pas le lien, mais quelques détails reviennent d'un département à l'autre. Les enfants ont été attachés de la même manière. Les lieux sont souvent près des voies ferrées ou dans des zones en friche. Tous les corps montrent des signes de torture sexuelle. Une canette de soda, parfois, est près de la scène, et presque toujours, une paire de lunettes bon marché. Mais le pays est vaste. Les services de police sont dispersés, sous-équipés, mal formés, et surtout, aucun fichier central n'existe pour compiler ces affaires. Chaque ville travaille dans son coin, et personne ne pense qu'un même homme pourrait être derrière tout ça. Luis Garavito sait que l'oubli est son allié. Il le dit lui-même, plus tard, « Et si tu veux qu'on te laisse tranquille, attaque ceux que personne ne regarde. » Il a raison. Les enfants qu'il tue n'ont pas de papier, pas de photos,
Pas de voix. Parfois, leurs corps ne sont même pas retrouvés. D'autres fois, ils sont enterrés sans nom. Il commence à se surnommer dans sa tête El Monstruo. Et ce monstre, en 1994, est inarrêtable. Dans une ville du Nord, un officier de police trouve étrange le mode opératoire d'un meurtre d'enfant. L'enfant a été violé, étranglé, puis mutilé. Quelques mois plus tard, à Pereira, 3 cadavres d'enfants sont retrouvés dans le même ravin, à quelques mètres de distance. Même schéma, même corde, même blessure. Cette fois, un procureur commence à se poser des questions. Mais l'administration est lente. Il faudrait connecter les affaires, réunir les preuves, comparer les autopsies. Rien ne se fait. Garavito, lui, continue. Lui tient un petit carnet personnel, soigneusement dissimulé. À l'intérieur, des noms d'enfants, des dates, des croquis, des commentaires. Il y note ses purifications, ses offrandes, ses combats contre le mal. Il parle à Dieu ou à ce qu'il croit être Dieu. Dans ses notes, on retrouve des phrases comme « Celui-là était trop doux, je me suis presque senti faible. Je l'ai regardé dans les yeux jusqu'à ce qu'il parte. Il ne m'en voulait pas. J'étais plus fort que le démon, cette fois encore. » Ce carnet est un trésor pour les enquêteurs, mais à cette époque, personne ne le possède encore. Fin 1996, dans la ville de Tunja, un enfant de 12 ans disparaît. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard, derrière une école abandonnée. Les enquêteurs découvrent un motif satanique gravé au couteau sur son dos. Là, la presse s'en empare. On parle d'une secte, de rituels démoniaques, les rumeurs enflant, la peur s'installe, et enfin, la police commence à chercher un lien entre les meurtres d'enfants. Mais il est déjà trop tard. Luis Garavito a une longueur d'avance, et son compteur macabre dépasse les 100 victimes. Début de l'année 1998. Un matin d'avril, dans les montagnes de Pereira, la police reçoit un appel. Un fermier, en promenade près de ses terres, a trouvé quelque chose. Quelque chose de terrifiant. Au fond d'un ravin, 3 cadavres d'enfants. Tout nus, attachés, mutilés, jetés là comme des ordures. Le fermier en larmes dit « Je croyais que c'était des poupées, mais il y avait des mouches et une odeur que j'oublierai jamais. » La police arrive, boucle la zone, prend des photos, appelle le médecin légiste. Mais cette fois, quelque chose est différent. Quelqu'un prend ça au sérieux. Un homme, Carlos Herrera. L'inspecteur Carlos Herrera, du département judiciaire de Pereira, est un ancien flic de Bogota. Il n'a rien d'un héros, mais il a un instinct. Devant les corps des enfants, il fronce les sourcils. Les mêmes nœuds, les mêmes lacérations, et cette étrange mutilation génitale sur 2 des 3 corps. C'est trop précis, trop méthodique. Ce n'est pas un crime de passion, ce n'est pas un parent fou, c'est autre chose. Il décide de tout faire remonter à la Fiscalia générale de la Nation, le parquet général. Et pour la première fois, un mot est prononcé à voix haute. Tueur en série. En Colombie, ce concept n'existe presque pas. Les tueurs en série, c'est pour les Américains. Les séries télé, les films, ici on parle de cartels, d'enlèvements, de guerre civile, pas de monstres solitaires. Mais Herrera insiste. Il compile les rapports des dernières années. Il trace des lignes sur une carte. Pereira, Tunja, Trujillo, Bogota, Armenia. Le schéma se forme lentement. Un couloir de sang. Un tueur itinérant. Et au fil des semaines, l'équipe d'Herrera découvre un élément récurrent, minuscule, mais troublant. Des lunettes. Toujours de la même forme, même monture, même correction. Mais qui laisserait tomber ces lunettes sur 10 scènes de crime? À moins que ce ne soit toujours le même homme. Un jour, en examinant des objets trouvés sur une scène à Genova, les enquêteurs récupèrent une paire de lunettes cassées. L'un des verres est rayé. Sur la branche, une gravure en plastique, un nom de fabricant. Ils se rendent chez l'opticien qui vend cette marque. Le commerçant accepte de fouiller ses dossiers. Et il trouve le nom d'un client ayant acheté ce modèle avec cette correction spécifique 2 fois dans les dernières années. Nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Adresse, inconnue. Métier, variable. Mais l'opticien se souvient d'un détail. Il parlait doucement. Il portait des chemises. Mais il avait quelque chose dans le regard. Comme s'il écoutait, mais pensait à autre chose. Avec ce nom, les enquêteurs fouillent les bases de données nationales. Rien de solide, mais des traces éparses. Plusieurs domiciles temporaires,
de vieux rapports psychiatriques datant de sa jeunesse, une condamnation mineure pour tentative d'agression sur mineur, classée sans suite, des témoignages dans des foyers où il se faisait passer pour bénévole. Et enfin, le chaînon manquant, un témoin, un garçon de 13 ans rescapé d'une tentative d'enlèvement. Il dit « Il m'a dit de venir l'aider à porter un sac. Il m'a proposé à boire. J'ai eu peur. J'ai couru. » Quand on lui montre des photos d'hommes potentiellement suspects, il reconnaît Luis Garavito sans hésiter. Mais Garavito a disparu. Il n'a plus d'adresse. Il se déplace sans laisser de traces. Il n'a ni compte bancaire, ni téléphone. Il dort parfois dans des pensions, parfois dans la rue. Mais maintenant, la chasse est ouverte. Carlos Herrera fait imprimer un avis de recherche national avec photo et signalement. Nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Taille, environ 1,70 m, myope, lunettes correctrices fortes, barbe variable, se fait passer pour prêtre, missionnaire ou recruteur. Dangereux, extrêmement intelligent. Un mot est écrit en rouge en haut de la fiche Truo. À partir de là, lui sent que quelque chose change. Il lit les journaux. Il voit des reportages sur des enfants tués. Mais cette fois, les médias font le lien. Il sait qu'il est suivi. Il sent qu'on se rapproche. Alors il devient plus nerveux. Il boit plus. Il devient moins prudent. Et en avril 1999, il fait l'erreur de trop. Avril 1989. Une chaleur étouffante pèse sur la ville de Villavicencio. Luis Garavito rôde, comme à son habitude. Il a repéré un jeune garçon de 12 ans, maigre, vêtu d'un short sale, pieds nus. Il traîne près d'un marché vendant des fruits pour quelques pesos. L'enfant s'appelle Ivan Sabogal. Garavito l'aborde doucement. Il dit s'appeler Bonifacio Morera Liscano. Il prétend travailler pour une fondation qui recherche des jeunes volontaires pour une mission agricole rémunérée. Il parle calmement, avec un ton posé, presque paternel. L'enfant hésite, puis accepte de le suivre. Ils quittent la ville ensemble, marchant sur un sentier poussiéreux jusqu'à un champ abandonné. Ce que Garavito ne sait pas encore, c'est que cette fois, il ne sera pas seul. Lui sort sa bouteille. Il donne au garçon un soda mélangé à de l'alcool. Mais Ivan, méfiant, n'avale qu'une gorgée. Il commence à tituber, mais garde un semblant de lucidité. Lorsque Garavito tente de l'attacher, le garçon se débat violemment. Il mord, il frappe, il hurle. Et là, chose rare, un passant les entend. Un homme qui ramassait du bois à une centaine de mètres. Il s'approche. Il voit un adulte accroupi sur un enfant en train de l'immobiliser. Garavito panique. Il se relève. Il fuit dans les buissons. Le témoin aide l'enfant à se relever. Ivan est choqué, blessé, mais vivant. La police est appelée. Et très vite, les officiers tombent sur quelque chose. Non loin de là, caché sous un buisson, les policiers découvrent un sac en plastique noir. À l'intérieur, une bouteille d'alcool à brûler, du lubrifiant, des cordelettes, des bonbons, une lame de rasoir et surtout une facture de supermarché. Cette facture, datée du jour même, porte un nom, Bonifacio Morera Liscano. Les policiers remontent la piste. Ils visitent les pensions, les hôtels bon marché, et dans l'un d'eux, à quelques pâtés de maison, ils trouvent un client enregistré sous ce nom. Chambre 16. Il est 17 heures quand la police enfonce la porte. Luis Garavito est allongé sur un lit, torse nu, en train de lire une Bible. Il ne résiste pas. Il sourit même, doucement, quand on lui passe les menottes. À ce moment-là, les policiers pensent avoir arrêté un simple pédophile. Ils ignorent encore qu'ils viennent de capturer le pire tueur en série de toute l'histoire de la Colombie. Au commissariat, Garavito donne un faux nom. Il nie tout, il parle lentement, il choisit ses mots. Il dit qu'il voulait juste aider un garçon. Mais la police a des doutes. Ils le photographient, prennent ses empreintes. Et ils décident de le comparer aux croquis et portraits robots recueillis dans d'autres affaires. Le résultat tombe quelques jours plus tard. Correspondance formelle. Luis Alfredo Garavito Cubillos, né en 1957, condamné mineur, déjà suspecté autrefois et recherché dans plusieurs départements. En fouillant ses anciennes chambres d'hôtel, la police trouve des dizaines de carnets, et dans ces carnets, l'enfer. Des listes de prénoms, des dates, des lieux, des schémas de corps, des confessions et surtout des détails que seul le tueur pouvait connaître. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Chaque page est une porte sur l'horreur,
Et lorsque les photos des victimes sont placées devant lui, Garavito baisse les yeux et dit simplement « Oui, c'est moi ». Pendant les semaines suivantes, Luis Garavito passe aux aveux. Des heures et des heures d'interrogatoire. Il parle avec une précision glaçante, sans émotion, parfois même avec fierté. Il décrit les enfants, leur visage, leur voix, leur peur. Il raconte les tortures, leurs derniers mots, il se souvient de tout. À la question « Combien d'enfants as-tu tué ?» il répond « Je crois plus de 100, peut-être 150. » Plus tard, après recoupement, le chiffre officiel sera de 187. Mais les enquêteurs pensent qu'il y en a plus de 200. Le pays est sous le choc. Luis Garavito, ce nom qui jusque-là n'était qu'un murmure, devient une affliction nationale. Les médias couvrent chaque détail, chaque aveu, chaque photo, chaque témoignage. La population réclame justice, vengeance. Mais la Colombie se heurte à un dilemme. Comment punir un monstre de cette envergure? Dès l'annonce officielle de son arrestation, la pression médiatique est immense. Les journaux titrent en une « Le monstre capturé ». L'horreur a un visage. Dans les rues, des manifestations spontanées éclatent. Des familles de victimes demandent à voir la justice frapper fort. Luis Garavito est accusé de meurtre multiple aggravé, viol, torture, enlèvement. Mais la loi colombienne ne prévoit pas la peine de mort. La peine la plus lourde, 40 années de prison. Un choc pour beaucoup. Le procès commence en 1999 à Bogota. Garavito est calme, parfois distant. Il écoute les témoignages sans montrer d'émotion. Les familles des victimes racontent l'insoutenable. Des enfants disparus, des vies brisées, des mères et des pères dévastés. Face au tribunal, Garavito confirme ses crimes. Il raconte ses actes avec une froideur déconcertante. Il décrit comment il choisissait ses victimes, comment il les manipulait, comment il ressentait un devoir presque religieux. Le procureur demande à Garavito s'il éprouve des remords. Il répond « Je faisais ce que je devais faire. J'étais purificateur. Je combattais le mal. » Au cours du procès, Garavito tente de négocier. Il propose de révéler l'emplacement des corps non retrouvés en échange d'une réduction de peine. Les familles hésitent, l'angoisse de la vérité contre le désir de justice. Finalement, l'accord est conclu. Garavito conduit les enquêteurs dans des dizaines de sites où il découvre des restes humains. En 1999, Luis Garavito est condamné à 40 ans de prison. Une sentence jugée insuffisante par beaucoup, mais conforme à la loi colombienne. Il est incarcéré dans une prison de haute sécurité. L'affaire Garavito marque un tournant dans la justice colombienne. Elle révèle les failles du système, la nécessité d'une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et surtout l'urgence de protéger les enfants les plus vulnérables. Luis Garavito reste un symbole terrible, le visage du mal absolu dans un pays qui a déjà trop souffert. Mais son histoire rappelle une vérité cruelle. Le mal peut prendre les formes les plus ordinaires, et souvent, il se cache là où on s'y attend le moins. Le procès terminé, l'arrestation passée, les projecteurs médiatiques s'éteignent peu à peu. Mais pour les survivants et les familles des victimes, la vie ne reprend jamais vraiment son cours. Dans l'ombre, certains enfants ont échappé à la mort. Ils portent sur eux les marques physiques et psychologiques d'une horreur indicible. L'un d'eux, Javier, raconte « Je pensais que personne ne m'écouterait, que j'étais condamné à rester silencieux. Mais parler, c'est la seule façon de ne pas mourir à l'intérieur. » L'affaire Garavito secoue profondément la Colombie. Les autorités créent des programmes d'aide psychologique, des campagnes de prévention dans les écoles. Mais la peur persiste. Dans les villes comme dans les campagnes, les parents deviennent plus méfiants. Les enfants, eux, grandissent avec la hantise de l'invisible. Le gouvernement commence à réviser les lois. Il veut renforcer la protection des mineurs, augmenter la coopération entre police, justice et services sociaux. Le cas Garavito devient un exemple tragique mais nécessaire. En prison, Garavito est isolé. Son attitude change peu. Il refuse souvent de parler aux autres détenus. Les gardiens rapportent qu'il médite beaucoup, parfois récite des prières, mais sans jamais montrer de remords sincères. Le 12 octobre 2023, Luis Alfredo Garavito est décédé à l'âge de 66 ans, à l'hôpital de Valledupar, en Colombie. Condamné pour le meurtre de près de 200 enfants, il était considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire.
Atteint d'un cancer et affaibli par une leucémie, il s'est éteint derrière les murs d'une prison où il aura passé plus de 2 décennies. Sa mort n'efface pas les crimes ni la douleur, mais elle clôt un chapitre sombre de l'histoire colombienne et rappelle une vérité essentielle. Le devoir de mémoire est parfois la seule justice qui reste.